Bonjour à tous. Alors, merci d'être venus à cette session. Aujourd'hui, on va donc parler micro-front-end ensemble. Moi, je suis Audrey Neveu, je suis développeur full stack. Alors, je travaille plus chez Sagi, mais je suis toujours développeur full stack, ça n'a pas changé. Et donc, on va commencer par étudier l'évolution de l'architecture de nos applications. Et pour ce faire, je me suis dit que ce serait plus facile de commencer avec un cas qu'on connaît tous. Donc, on va prendre pour exemple le Java Pet Store. Je suis sûre qu'il vous avait manqué. Alors, quel que soit le langage dans lequel il aurait été écrit à l'époque où Sun a lancé le Java Pet Store, ça aurait été un monolithe end-to-end assez classique. Et puis, le temps passant, le développement front-end est devenu un vrai truc. On a arrêté de se moquer de JavaScript, on a vu l'apparition de tous ces super frameworks qu'on adore. Bon, il y en a peut-être eu trop à un moment, ça c'est un autre débat. Et généralement, c'est le moment où l'architecture de nos applications s'est splittée en deux. C'est-à-dire qu'on a commencé à séparer le front, à le mettre dans des applications à part, et à laisser le back tout seul dans son coin. Et puis, petit à petit, on continue à avancer, et là arrivent les microservices. Et avec les microservices, cette fois, c'est le back qu'on va casser, qu'on va remplacer par des applications plus petites, qui ne vont gérer qu'un seul domaine de l'application. Et donc, par exemple, dans le cas du Java Pet Store, ça nous donne le service produit, et puis le service recherche, et puis le service checkout pour le paiement. Bon. Alors, il y a un truc qui est intéressant de noter à cet endroit, c'est la manière dont l'organisation de nos équipes est fortement liée à l'architecture de nos applications. C'est-à-dire que quand on avait un monolithe end-to-end, en général, on était une seule équipe. On était l'équipe Pet Shop. Et puis, quand on a commencé à séparer le front et le back, déjà, on a un truc qui est apparu, c'est ce terme de développeur front, qui n'existait pas vraiment avant. Et donc, on a commencé à avoir deux équipes, à avoir une équipe front et une équipe back, voire même plusieurs équipes. Moi, je me suis retrouvée dans une configuration, par exemple, où j'étais dans l'équipe back, et j'avais pour client deux équipes front. Alors j'en avais une qui était avec moi dans les bureaux à Paris, puis j'en avais une qui était à Lille. Bizarrement, celle de Lille, elle avait moins d'informations que celle de Paris. Et puis avec les microservices, ce qui va se passer, c'est que notre équipe back, on va la séparer également. On va faire des teams plus petites qui vont être en charge normalement d'un seul microservice. Donc elles vont être en charge d'une seule partie de l'application. Et bon, ça c'est la théorie. En pratique, on n'a pas toujours suffisamment de moyens financiers pour avoir des gens, pour avoir chaque équipe, etc. Donc parfois, les gens sont responsables de plusieurs microservices, ce qui n'est pas très gênant en fait s'ils sont suffisamment petits. Mais l'idée est là. Et ça, c'est le premier bénéfice des microservices. Parce que le fait d'avoir des équipes plus petites qui vont faire une seule chose, alors ok, elles font une seule chose, par contre, elles le font bien. Et en général, elles le font plus vite. Le deuxième avantage, c'est qu'on va avoir une liberté dans les choix techniques qu'on n'aurait pas forcément eu avant. C'est-à-dire que si l'équipe produit a envie de travailler en Java et que l'équipe recherche a envie de travailler en Kotlin et l'équipe checkout en Scala, ce n'est pas un problème. Parce que de toute façon, les microservices vont communiquer entre eux, que ce soit en REST ou n'importe quoi. Et chaque équipe va pouvoir faire le choix technique qui, à la fois, soit le plus confortable, soit le plus cohérent pour elle. Les microservices sont plus faciles à déployer, puisque quand vous avez une nouvelle fonctionnalité à livrer, en général, elle est dans un microservice, donc vous n'avez pas à redéployer toute la stack. Vous déployez le microservice concerné, et c'est bon. Et pour la même raison, ils sont plus faciles à scaler, puisque vous savez en général quels sont les services qui vont être le plus requêtés, si jamais vous avez un pic d'activité. Donc vous n'avez pas besoin de scaler tous les modules, vous allez scaler uniquement ceux qui vont se manger de la charge, et les autres vont continuer à vivre tranquillement dans leur coin. Alors quand on voit là ce découpage front-end et microservices back-end, on pourrait se dire que ça y est, on est arrivé à un point où tout est complètement optimisé, que tout marche bien là cette fois, tout est à sa place. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, maintenant, vous n'avez plus de monolithe côté back-end, par contre, vous en avez un joli côté front-end. Puis alors, il est aussi difficile à maintenir et à faire évoluer que ne l'était celui côté back.
Et puis la deuxième raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que, alors ok, côté back, on a nos petites teams spécialisées, hyper efficaces, etc. Mais côté front, on a toujours une seule équipe. Et cette équipe, maintenant, il faut qu'elle gère avec plusieurs petites équipes qui vont travailler plus vite. Donc là, on va maximiser le nombre de frictions possibles. Et alors, c'est pourquoi, du coup, il serait temps de passer à l'étape suivante. L'étape suivante étant les micro-fontaines. Le concept des micro-fontaines, c'est de considérer l'application comme une composition de fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on va garder notre principe de microservice côté back, mais on va casser ce monolithe côté front. On va ramener les bouts de fonctionnalité front dans les équipes back. On va avoir des équipes produits, recherche, checkout, là pour le Pet Store, qui vont gérer leur domaine d'application de bout en bout. Donc elles vont être en charge end-to-end. C'est une manière de travailler qui est très classique pour les sites de e-commerce. Amazon, Zalando, Ikea, Expedia font ça. Facebook le fait également. Spotify le fait un peu différemment, parce qu'en termes d'organisation d'équipe, ils ne sont pas tout à fait découpés comme ça. Mais alors certaines de ces compagnies communiquent sur leur façon de le faire, d'autres pas. Je vous conseille d'aller y jeter un œil quand c'est le cas, parce que c'est toujours assez intéressant. Donc maintenant, si on revient à notre Pet Store, mais un petit peu amélioré quand même, parce qu'il était temps, donc grâce à Antonio, on va voir le découpage suivant. Donc là, on a cette page produit qui est à la responsabilité de l'équipe produit. C'est la seule équipe qui va intervenir dessus. Et cette équipe va venir utiliser des composants fournis par les autres équipes. Donc ici, par exemple, on a un menu recherche qui est fourni par l'équipe recherche, et puis on a un menu checkout, enfin un menu shopping cart qui est fourni par l'équipe checkout. Et c'est là où on arrive sur le deuxième point clé des micro-fontaines, c'est qu'avec les micro-fontaines, l'autre liberté qu'on veut garder des microservices, c'est celle de prendre la techno que l'on veut dans chaque équipe. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer qu'on a l'équipe produit qui travaille en Angular, et puis l'équipe recherche qui travaille en Vue, et l'équipe checkout qui travaille en React. Et ça va, en fait, c'est assez important parce que ça va nous donner des équipes qui sont concentrées sur l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que les équipes n'ont plus besoin de se préoccuper de ce qui se passe ailleurs dans l'application, etc. Elles vont pouvoir se concentrer, depuis le back jusqu'au front, sur le fait de fournir la meilleure expérience possible aux clients dans leur partie du domaine. Donc pour l'équipe produit, évidemment, ça va être de s'assurer que on affiche bien, le produit est affiché de manière claire, avec ses caractéristiques, avec les produits qui sont liés, etc. Pour l'équipe recherche, ça va être de fournir une recherche qui soit rapide, qui mette à disposition les filtres dont l'utilisateur va avoir besoin pour trouver ce qu'il cherche. Et puis l'équipe checkout, évidemment, ça va être de fournir une expérience de paiement qui soit fluide, parce qu'on sait que si ça n'est pas fluide à ce niveau-là, on risque de perdre des clients. Et donc c'est ça le premier avantage des micro-fontaines, c'est que nos petites équipes, comme on avait avec les microservices, elles sont maintenant orientées clients, elles vont se concentrer sur l'expérience utilisateur. On conserve donc le choix des stacks techniques, mais cette fois étendu jusqu'au front-end. Donc ça, vous savez aussi bien que moi que c'est un vrai sujet. Les équipes sont plus autonomes dans leur développement, puisque vous n'avez pas... En fait, si, par exemple, quelque chose est cassé dans les composants fournis par l'équipe recherche, ça n'empêche pas l'équipe produit de continuer à travailler. C'est un composant qu'elle utilise, donc ce n'est pas très très grave. Ça ne met pas en cause le fonctionnement de sa partie de l'application. La release de fonctionnalité est plus rapide, plus autonome, puisqu'on n'a plus cette friction qu'on avait quand on avait plusieurs micro-teams côté back et une seule équipe côté front. Donc on n'a plus besoin d'attendre que l'équipe front ait le temps d'assimiler justement toutes ces nouvelles API délivrées. On va livrer la fonctionnalité de bout en bout, ce qui va être plus rapide et évidemment plus autonome. Faire évoluer l'application, ça devient beaucoup plus simple, puisque comme vous êtes dans une composition de fonctionnalités et de composants, vous n'êtes pas obligé de tout refactorer d'un coup. Vous allez pouvoir décider d'y aller composant par composant. Et donc, ça devient plus simple. Alors, maintenant qu'on a vu le monde merveilleux de la théorie,
dans lequel j'aimerais bien vivre parce que ça se passe toujours bien, on va voir un cas pratique, un cas de la vraie vie, celui de Data Fabric. Alors Data Fabric, c'est le produit de Sagi et qui comporte plusieurs applications. Alors la toute première, c'était le manager qui a été ouverte au public en juillet 2015, qui est une application, c'est un orchestrateur de job Big Data. C'est à destination des data scientists et des data engineers. Voilà. 2015, donc elle a été écrite en AngularJS, ce qui est assez logique. Et puis un petit peu plus tard, on a livré Gouvernance, qui est l'application sur laquelle j'ai principalement travaillé, en mars 2017. Alors Gouvernance qui est différente de Manager, puisqu'elle s'adresse plutôt aux clients finaux, c'est-à-dire aux gens côté business, aux Chief Data Officer, etc. Ça leur permet de consulter le lac de données et de le documenter. 2017, donc Angular, logique. Et puis un petit peu plus tard dans l'année, on avait un petit projet qu'on voulait tester, et puis on avait des stagiaires, donc on voulait leur faire un truc sympa. Donc on a lancé Operations, qui a été écrit en Vue, qui, elle, est complètement différente des deux premières parce que les deux premières sont liées à une plateforme / un data lake, alors que Operations, c'est une application qui vient améliorer l'expérience utilisateur au global en lui permettant de monitorer toutes les plateformes. Et quand on est arrivé à ce moment-là, en fait, on avait compris plusieurs choses. La première, c'est qu'il allait falloir refactorer le manager, parce que en fait, le workflow du manager ne correspondait pas au workflow de l'utilisateur. Donc on savait qu'il allait falloir le péter. On savait qu'on allait avoir besoin d'autres applications dans le genre d'operations pour améliorer l'expérience utilisateur globale. Et puis on avait un problème, c'est que très logiquement, le manager, c'était un monolithe côté back et un monolithe côté front. Donc ce joli monolithe côté back, évidemment, il gérait la sécurité. Donc Gouvernance s'appelait Manager pour la sécurité, et puis Operations s'appelait Manager pour la sécurité, et puis toutes les autres applications allaient appeler Manager. Bon, là on a vu que ça allait pas le faire, qu'il fallait sortir Security dans un microservice à part entière, ce qui nous permettait par ailleurs de lui donner un front et d'en faire une vraie fonctionnalité pour le client. Et dernier point, c'est là que ça devient marrant, on savait que toutes ces applications, il allait falloir qu'elles soient affichées dans la même application. Il n'était pas question de filer 6 passes différents au client en fonction de l'application sur laquelle il voulait aller. Il fallait que ce soit transparent pour lui et que ça soit la même de bout en bout. Donc c'est le moment où on passe sur la V2, où on a commencé par réorganiser les équipes, puisqu'il y avait une équipe gouvernance et une équipe manager. Donc on a mis tout le monde ensemble, on a fait un shuffle et on a ressorti des équipes plus petites, chacune en charge d'un projet. Et à partir de là, il y a eu plusieurs essais, parce que c'est là la vraie vie, c'est que ça ne marche pas du premier coup. Donc il y a eu Layout en décembre 2017, écrit en pur JavaScript. Il y a eu Galaxy en mars 2018 en React. Et depuis juillet de l'an dernier, il y a Layout Aslib qui est en production, pur JavaScript aussi. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors rapidement, pour que vous ayez en fait une vision de ce vers quoi on voulait aller, donc ça, c'est la V2 qu'on visait, c'est-à-dire que vous avez un menu latéral qui permet de passer des applications liées à une plateforme aux autres applications liées à une plateforme. Vous avez une top bar qui, elle, permet de passer des applications qui ne sont pas liées à des plateformes aux autres applications pas liées à des plateformes, donc Security Operations, par exemple. Vous avez un menu utilisateur, celui-là, je pense que tout le monde voit à quoi il sert. Et la partie principale de l'application, c'est nos applications existantes. Donc ici, c'est le manager en AngularJS, mais ça peut aussi être gouvernance en Angular. Alors rapidement, avant qu'on rentre dans le côté technique de la chose, on va parler design system. Qui parmi vous connaît les design systems? Ouais, pas mal. Alors, en fait, ce serait complètement suicidaire de faire des micro-front-end si vous n'avez pas de design system. Puisqu'il va falloir que vous fournissiez à vos utilisateurs une expérience de navigation qui soit cohérente. C'est-à-dire que, quelle que soit l'application sur laquelle l'utilisateur est en train de naviguer, il s'attend à ce que les composants aient les mêmes réactions. Et donc, les design systems servent à ça. En fait, les design systems sont des sortes de librairies de styles et de ressources. Alors, voilà, ça peut être que des styles, mais idéalement, si vous avez les styles et les ressources, c'est plus simple pour l'intégration.
Donc ça, c'est celui de Sagi. Il s'appelle Sagi UI. Il est disponible sur NPM. Alors, il ne peut pas être réutilisé à des fins commerciales, mais ça vous permet de jeter un œil et il y a toute la documentation en plus qui est accessible en ligne, de voir comment c'est fait si vous voulez vous en inspirer pour le vôtre. Alors, on passe au premier essai, Sagi Layout. Donc Sagi Layout, c'est une composition de web components comme décrit sur microfrontends.org. Alors, vous vous inquiétez pas pour les liens, je vous les donne tous à la fin. C'est-à-dire que tous les éléments qu'on a vus précédemment quand je vous ai montré la V2 vont devenir des web components. Donc notre menu latéral, notre menu du haut, notre menu utilisateur. Et c'est là où ça devient rigolo, c'est que le composant principal de la page, c'est l'application existante encapsulée dans un web component. Donc c'est soit l'application AngularJS, soit gouvernance, l'application Angular. Alors, comment, rapidement, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec les web components, ça repose sur 4 spécifications qui peuvent être utilisées séparément, mais qui, si elles sont utilisées ensemble, évidemment, vous permettent de faire un petit peu plus de choses. La première et la plus importante, selon moi, les custom elements, c'est ce qui va vous permettre de définir vos propres tags. La deuxième, Shadow DOM, c'est assez intéressant parce que le custom element il vient avec donc cette fonctionnalité de Shadow DOM, c'est-à-dire que vous allez avoir un DOM qui est encapsulé, qui est à part, qui est isolé, et que le CSS que vous allez faire à cet endroit-là ne va pas fuiter partout. Ce qui est particulièrement pratique quand vous êtes une quiche en CSS comme moi. Et HTML template, ça c'est une fonctionnalité qui permet d'avoir des morceaux du composant qui ne vont pas être affichés au chargement, mais qui vont être instanciés plus tard. Donc ça, il y a des cas où ça peut s'avérer très utile. Et la dernière spécification, ES Modules, elle est relative à tout ce qui est import des composants, justement. Alors, comment est-ce qu'on crée un web component? C'est assez simple, vous allez voir. On va créer une classe JavaScript, et cette classe va étendre HTML Element. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir accès à plusieurs méthodes de l'API qui vont nous permettre de gérer le cycle de vie de notre composant. Donc on a la méthode Connected Callback qui est appelée quand l'élément est attaché au DOM. La méthode Disconnected Callback qui est appelée quand l'élément est détaché du DOM. La méthode Attribute Change Callback, alors celle-ci elle est particulièrement importante, c'est celle qui est appelée lorsque la valeur d'un attribut de votre composant est modifiée. Donc votre composant a un attribut couleur, la valeur était bleue, la valeur devient rouge, on appelle Attribute Change Callback. Et ensuite, quelque chose qui n'est pas dans la spécification, mais que vous verrez assez souvent, en général, on va déclarer une méthode render. Parce que si on est logique, on devrait déclarer notre markup une première fois dans le constructeur, pour que le composant s'affiche quand il est chargé. Et puis, ah, ouais, mais alors Attribute Change Callback a été appelé, il y a un composant, un des éléments du composant à recharger, donc on redéclare tout pour mettre à jour. Non, pour éviter la duplication de code, en général, on sort tout dans une méthode render qui va être appelée justement par le constructeur et par Attribute Change Callback. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va déclarer notre composant dans le Custom Element Registry. Donc on va appeler la méthode define, on va lui donner 2 paramètres. Le premier, c'est le tag qu'on veut utiliser. Donc par convention, on ne fait pas de camel case, on sépare avec des tirets. Et puis le deuxième, c'est le nom de la classe JavaScript qu'on vient de créer. Et une fois qu'on a ça, c'est assez simple d'utiliser nos composants. Tout ce qu'on va faire, c'est que on va le déclarer, hein, on va donner connaissance à notre page HTML de l'existence de ce composant en l'important. Et puis ensuite, on va l'utiliser comme n'importe quel composant web, comme une div, comme un bouton. Voilà. Maintenant, j'imagine que, comme beaucoup d'entre nous, vous êtes obligés de maintenir des vieilles versions de navigateurs, etc. Donc vous aurez probablement besoin d'un polyfill. Celui-ci, a priori, semble être le plus stable, le plus fiable à l'heure actuelle. La bonne nouvelle, en termes de support, c'est que depuis octobre, Firefox supporte les 4 spécifications des Web Components. C'était le dernier à ne pas le faire. Donc tous les navigateurs modernes supportent les 4 spécifications, donc pas Edge, logique. Mais en fait, ce n'est pas vraiment un problème parce que comme ils ont décidé d'abandonner leur moteur de rendu pour prendre celui de Chrome, je pense que ça va se régler dans la foulée. Ils n'ont pas trop communiqué sur le sujet, mais a priori, ça devrait se passer comme ça.
Alors, maintenant, voyons comment est-ce qu'on transforme une application existante en web component. Donc là, nous avons la page JavaScript de l'application Manager, l'application en AngularJS. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc déclarer un web component comme on l'a vu juste avant. Et dans la méthode render de cette méthode, on va déclarer son inner HTML. Et là, on va déclarer une div. Et cette div va prendre en attribut le ngapp et le ngcontroller de notre application Angular. Alors dans le cas présent, on avait besoin également d'accéder à une sous-directive, donc on la redéclare, on lui passe les paramètres, et tout se passe bien. Avec l'application Angular, c'est encore plus simple, puisqu'on est déjà, la logique de composant est encore plus présente en Angular, ce qui fait qu'on va pouvoir directement aller appeler l'élément de plus haut niveau de gouvernance. Donc on va prendre directement le data gouvernance, le composant, on va l'appeler tel quel, et ça a fonctionné. Jusque-là, c'est plutôt simple. Et c'est tout ce qu'il y a à faire du côté des applications existantes. Voilà. Alors maintenant, côté Sagi Layout, donc cette application qui va venir tout gérer au-dessus, dans la page HTML principale, évidemment, on va commencer par déclarer nos composants pour qu'elle en ait connaissance. Et puis on va importer le design system, parce qu'on va en avoir besoin pour les composants en dessous. Et on va déclarer l'élément de plus haut niveau. Alors cet élément de plus haut niveau, c'est lui qui a connaissance de... Alors il y a une top bar, il y a un menu utilisateur, il y a une barre latérale, et puis alors il y a un composant principal, et le composant principal, pour savoir lequel il doit afficher, il va appeler la méthode getPage. Et cette méthode getPage, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder le path. Et en fonction du path, elle va savoir si elle doit renvoyer soit l'application Angular encapsulée dans son composant, soit l'application AngularJS. Donc elle va renvoyer les web components qu'on a déclarés juste avant. Alors il y avait plusieurs avantages à cette méthode. La première, c'est qu'on a une expérience utilisateur qui est extrêmement cohérente, puisque comme c'est Layout qui affiche les menus, que vous soyez sur Manager, que vous soyez sur Angular, les menus ils seront toujours identiques. Il n'y a aucun problème, il y aura le même nombre d'éléments, tout sera à la même place, etc. Un autre truc qui aurait été bien, enfin qu'on n'a pas eu besoin de faire, mais on aurait tout à fait pu imaginer afficher plusieurs composants sur la même page. Bon, là, ce n'était pas un cas d'utilisation, donc on ne l'a pas fait, mais techniquement, c'était possible. Et puis enfin, on était complètement indépendant en termes de déploiement, puisque Layout avait un cycle de vie qui était complètement sorti de ceux de gouvernance et de manager. Donc ça, c'est assez agréable. Mais on a arrêté après l'intégration des 2 premiers produits, parce qu'on a vite rencontré des problèmes qui étaient bloquants pour nous. Alors le premier, c'est qu'on n'était pas du tout dans une véritable single page application. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passait de gouvernance à manager, on reloadait tout. Et que forcément, ça avait des performances magnifiques. Bon, c'est assez normal, puisqu'en fait, on n'était pas en train de unbinder et de rebinder des composants. On était en train de unbinder et de rebinder des applications encapsulées dans des composants. Des applications qui viennent avec leur propre routeur, leur propre librairie, etc., etc. Et d'ailleurs, ça, c'était rigolo, parce que ça amenait un autre problème. C'est-à-dire que si par exemple la version du design system de manager n'était pas la même que celle de layout, là on pouvait avoir des surprises. Donc on avait une dépendance comme ça entre les versions de librairie de nos applications qui n'était pas terrible. Alors on aurait pu, en réalité on aurait pu faire en sorte que ça soit une véritable single page application, que tout se débind bien, etc. Mais ça aurait demandé pas mal de temps et d'énergie et on ne l'a pas investi parce qu'on avait d'autres problèmes qu'on trouvait bloquants. À savoir que déjà on avait un problème avec le management du routeur, puisque les 2 applications existantes viennent avec leur propre routeur, basé sur DH. Et donc, Layout, qui faisait tout le chemin au-dessus, pour rester dans un état consistant, avait besoin de connaître tous les passes possibles des 2 applications, pour être sûr qu'elle n'affichait pas un bout de gouvernance avec un bout de manager, ce qui aurait été complètement incohérent. Donc là, on était en train d'introduire un couplage très très fort qui ne nous convenait pas tellement. Et alors, last but not least, pour être DC, la solution Sagi Layout, elle implique de pouvoir tout lancer en local. Alors,
vous les avez vues très rapidement, les applications, vous avez juste vu un screenshot, mais enfin, je pense que vous avez déjà vu que c'était des gros bébés, puis je vous ai parlé de data lake derrière, etc. Donc c'est une stack qui est assez lourde, hein, on ne va pas se mentir. Donc déjà, ce n'est pas un truc que vous avez envie de faire, et puis de toute façon, ce n'est pas un truc que vous pouvez faire. Parce que, par exemple, dans la stack sécurité, on utilise FreeIPA, et FreeIPA ne se lance pas sur OS X. C'est ballot. Voilà, donc considérant ceci, on est passé sur un deuxième essai. On s'est dit on va laisser pour le moment gouvernance et manager là-dedans, puisque ça fonctionne, et on essaye autre chose pour les applications à venir. Donc on est passé sur le deuxième essai, qui est Galaxy. Alors Galaxy, c'est donc une agrégation de fragments React. Donc en termes d'architecture, on garde la même logique. Bon, là, vous ne voyez pas le menu de gauche parce qu'on est dans une application overall, mais il est là, il est juste caché. Donc on va garder ce découpage de composants. Et puis, simplement, ça va devenir des fragments React. Et l'idée, dans un deuxième temps, c'était d'utiliser Taylor pour les streamer, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que vos composants vont être envoyés par des applications différentes, sur des serveurs différents, qui n'auront pas les mêmes temps de réponse, et qu'à un moment, vous allez peut-être obligé de faire du streaming pour que tout ça réponde à peu près en même temps. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette approche, parce que c'est très très proche de la première qu'on a vue. Les plus qu'on avait identifiés, c'est que ça nous donnait la possibilité de partager, dans le design system, au-delà de partager des styles et des comportements, ça allait nous donner la possibilité de partager des composants directement entre les applications. Ça, c'était assez intéressant. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça allait nous permettre d'avoir un système de routing qui était plus centralisé. C'est-à-dire que Galaxy aurait eu connaissance du premier niveau du pass, chaque application en dessous aurait eu connaissance des autres niveaux de pass, etc. On arrivait à découpler ça. Alors, on s'est rapidement arrêté parce qu'on a vu plusieurs problèmes. Bon, le problème, on avait toujours notre problème de dépendance entre les versions de librairie, notamment avec le design system. Puis en fait, c'était même un petit peu plus embêtant que ça, c'est que on avait la même dépendance entre les versions de React. Donc, c'est-à-dire que si Security voulait utiliser un composant de React qui était dans une version qui n'est pas celle de Layout, il fallait mettre à jour la version de Layout, mettre à jour la version de Security et puis peut-être des autres applications. Bon, ça ne nous convenait pas, donc on est parti sur une troisième solution. Solution numéro 3, Layout as lib. Alors là, on a complètement inversé la logique, c'est-à-dire qu'on est passé d'une application à une librairie. Donc là, vous voyez gouvernance dans son mode, on va dire, legacy, hein, qui fonctionne normalement. Et c'est maintenant gouvernance qui va décider d'afficher ses composants. Donc on a gardé les web components qu'on avait écrits, hein, pour le menu latéral, le menu de gauche, etc. Sauf qu'ils font maintenant partie d'une librairie JavaScript qui s'installe via NPM, et c'est gouvernance qui va les afficher ou pas. Alors, du côté de l'application, donc ça c'est la page HTML principale de gouvernance. Donc on voit le composant data gouvernance Angular, vous savez, celui qu'on a déclaré dans le web component tout à l'heure, donc il est là. Et bien là, on va venir l'encapsuler avec un tag Sagi Layout. Puis ce tag, on va le masquer par défaut. Et dans la page TypeScript principale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par regarder si on est en legacy ou pas. Et si on n'est pas en legacy, à ce moment-là, on va faire plusieurs choses. On va aller appeler la méthode init de la classe loadLayoutData en lui passant plusieurs paramètres, en lui disant, voilà, on est sur gouvernance, la liste des plateformes, c'est ça, etc. Enfin, la plateforme, c'est celle-là, etc. Et puis ensuite, on va appeler notre composant Sagi Layout, justement, avec lequel on a encapsulé, et on va lui dire de se montrer. Et ça, c'est tout ce qu'il y a à faire pour côté application. Ça s'arrête là, sur l'application existante. Alors maintenant, côté librairie, dans la page JavaScript principale, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Elle va importer les composants, ses composants enfants, hein, et puis elle va exposer la classe loadLayoutData qu'on a manipulée juste avant. Et cette classe loadLayoutData, elle va donc avoir un rôle qui est très particulier. C'est que c'est elle qui va faire tous les appels d'API qui sont nécessaires pour afficher correctement les menus utilisateurs en fonction justement des droits, des plateformes auxquelles l'utilisateur a accès, etc. Donc dans la méthode init,
elle va aller récupérer ce composant Sagi Layout dans le DOM, et puis on va appeler la méthode loadData, et la méthode loadData, c'est elle qui va lancer un par un les différents appels d'API qui sont nécessaires pour reconstituer tous les droits. Donc j'appelle loadWrites, jobData, etc. Et ensuite, dans chacune de ces méthodes, ce qui va se passer, c'est qu'on sait quels sont les éléments à mettre à jour au niveau des composants, en fonction de ce qu'on a récupéré par l'appel d'API. Donc par exemple, quand on est sur loadWrites, on sait qu'on va aller mettre à jour l'utilisateur et qu'on va aller mettre à jour la liste des plateformes. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un setAttribute. On passe l'élément que l'on modifie, l'attribut que l'on modifie, et la nouvelle liste de valeurs. Et donc dans la classe layout.js, qui est donc un web component, comme vous le voulez voir, puisqu'elle est en HTML element, c'est elle qui va, à chaque fois qu'on fait un set attribute, et bien évidemment, on va appeler la méthode attribute change callback. Donc, la méthode attribute change callback, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder quel est l'attribut qui a été modifié, et puis en fonction de l'attribut qui a été modifié, elle va mettre à jour les composants qui vont bien en dessous. Par exemple, si on était sur gouvernance, donc on avait un highlight qui était sur la barre de gauche, et puis on va passer sur Operations, donc il faut enlever le highlight à gauche, il faut le remettre sur la top bar. Ça, c'est le job de layout. Donc layout ne fait aucun appel d'API. De la même manière que loadLayoutData ne fait aucune manipulation graphique, layout, elle, ne fait aucun appel d'API, les responsabilités sont séparées. Alors vous aurez peut-être noté que dans la méthode connected callback, on a appelé une méthode initRender. Et alors cette méthode initRender, elle ressemble énormément à la méthode render qu'on avait dans notre web component. Hein. Elle fait la même chose. J'ai une primaire inav, j'ai une top bar, etc. À une différence près. Le this inner HTML que vous voyez là, en fait, c'est l'application existence. C'est le tag data governance de l'application Angular. Donc on va éviter de recharger malencontreusement l'application à chaque appel. Hein. C'est pour ça qu'on va plutôt faire un change child attribute et que la méthode s'appelle initRender. Voilà. On l'appelle une fois pour toutes et ensuite on modifie avec des change child attributes. Et puis, pour la même raison, avant de déclarer l'élément dans le Custom Element Registry, on va s'assurer qu'il n'a pas déjà été déclaré. Alors, là, c'est plus du tout une single page application. Hein. Il n'y a pas de discussion à avoir. En plus, on ne peut plus faire de l'agrégation de composants. Bon. En réalité, ce n'est pas ça le problème. En réalité, le problème, c'est qu'on n'était pas dans les bons cas de figure pour les deux premières solutions que je vous ai montrées. Et c'est là où on va parler de page transitions. Alors, il y a deux types de page transitions. Il y a la soft navigation. Donc, la soft navigation, c'est ce qui se passe quand vous allez passer d'une page qui appartient à une application qui est maintenue par une équipe à une page qui appartient à la même application qui est maintenue par la même équipe. C'est ce qui se passe quand je passe de domaine à dataset. Je reste dans l'application gouvernance. Angular va faire le taf pour moi. Il enlève ce qu'il faut, remet ce qu'il faut, etc. C'est complètement transparent. Point de vue utilisateur, je suis resté dans la même application. Les hard navigation, à l'opposé, c'est ce qui va se passer quand vous allez passer d'une page qui appartient à une application qui est maintenue par une équipe à une page qui appartient à une autre application qui est maintenue par une équipe. Donc c'est ce qui se passe quand vous passez de manager à gouvernance. Vous êtes en fait en train, pas seulement de changer de composant, mais de changer d'application. Et donc dans ce cas-là, on peut très difficilement éviter de recharger toute la page. Et ça, c'est le cas principal de Sagi. En fait, Sagi ne fait pas d'agrégation de composants, Sagi fait de l'agrégation de single page application. Donc, OK, c'est plus une single page et on ne peut pas agréger de composants. En même temps, on a vu que ça, on n'allait pas du tout le faire, ça n'aurait aucun sens, ça deviendrait illisible. Donc, on décide que ce n'est pas un problème. Parce qu'à côté de ça, on a pas mal d'avantages avec cette situation. C'est que, d'abord, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Ça, évidemment, afficher une librairie JavaScript avec juste quelques composants, ça va beaucoup plus vite que de binder et d'unbinder une application qui est encapsulée dans un web component qui est affichée par une autre application.
Et puis c'est plus facile à intégrer. C'est-à-dire que là, je crois que tout compris sur gouvernance, et quand je dis tout compris, c'est avec la Q&A, avec la code review et la mise en prod, ça a dû me prendre 1 jour et demi à livrer. J'ai plus passé de temps à attendre que les gens soient disponibles qu'à coder. Alors maintenant, il est vrai que ça peut résulter en une légère inconsistance côté expérience utilisateur. Ce qui va se passer, c'est que si, par exemple, l'équipe Layout as Lib va livrer une nouvelle version de la librairie avec un nouveau menu. Alors, il y a une nouvelle application, c'est l'application Foobar. OK. Et puis, Manager va se mettre à jour tout de suite. Mais moi, sur gouvernance, j'ai d'autres trucs à faire, donc là, je n'ai pas trop le temps. Alors, quand l'utilisateur va passer de Manager à gouvernance, donc dans Manager, il va voir cette application Foobar, il passe sur gouvernance, paf, le menu disparaît. Bon. Effectivement, ça peut être un petit peu perturbant, mais il y avait une grosse contrepartie positive à ça, c'est qu'on est complètement indépendant à la fois côté développement et côté déploiement. Si ce nouveau menu, Foobar, il vient avec un bug, bah, côté manager, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rollbacker à la version d'avant, donc il disparaît de l'affichage et on n'a pas le bug. Et puis, côté gouvernance, bah, vu que je ne l'avais pas intégré, je vais juste attendre la version patchée et puis c'est bon. Alors, il est vrai, cependant, qu'en cas de changement majeur, vous ne pourrez pas faire autrement que de mettre tout à jour. On parle d'un NPM update. On a eu à le faire, ça s'est relativement bien passé, relativement vite. On a résolu notre problème de librairie, puisque tout simplement, avant de, par exemple, de mettre à jour la version de Layout as Lib, bah, je vais regarder quelle version du design system il utilise. Je vais mettre à jour ma propre version. Et ensuite, quand je mets Layout as Lib à jour, je sais que je n'aurai pas de conflit. Et puis, et ça, vous aurez bien compris que c'était un gros sujet, ben, c'est que je n'ai pas besoin de lancer toute la stack. Ce qu'on a fait, tout simplement, c'est que, vous vous souvenez, quand dans la classe Load Layout Data, quand on faisait les différents appels d'API pour récupérer les droits, pour récupérer les profils, pour récupérer les jobs, etc., et ben, en fait, on a mis des petits serveurs express qui moquent ces réponses-là, on les lance en local, et on est capable d'afficher, de tester justement si on est en version legacy, pas en version legacy, j'ai bien mes éléments de menu, etc. Donc, en conclusion, c'est quelque chose qui a plutôt bien marché pour Sagi, parce qu'en fait, ça nous a permis en 1 an, on a été capable de commencer à décommissionner le manager en sortant des bouts un par un. Le premier bout qu'on a sorti, c'était Security. Et puis, on a pu livrer d'autres applications en parallèle et commencer donc à travailler sur la nouvelle version du manager, Project and Job. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Quelques petites best practices avant de finir. Donc je pense que vous l'aurez compris, le plus important c'est de penser à votre cas d'utilisation avant. Est-ce que vous allez faire de l'agrégation de composants? Donc est-ce que vous allez faire de la soft navigation? Ou est-ce que vous allez faire de l'agrégation de single page application? Est-ce que vous allez faire de la hard navigation? Et en fonction de ça, d'aller sur la solution qui correspondra le mieux. Deuxième chose, faites attention à votre design. Donc on a parlé de design system, il y a d'autres choses qui peuvent améliorer l'expérience utilisateur au global. On peut penser Optimistic UI et Skeleton. Alors, aucun des deux ne sont une librairie ou une architecture ou quoi. Hein. En fait, Optimistic UI, c'est partir du principe que allez, dans 98,75% des cas, l'appel d'API se passera bien. Et on va donc, par défaut, fournir une réponse positive à l'utilisateur. Ce qui est particulièrement utile quand vous êtes sur un design où on n'a pas de bouton Save, vous savez, où l'action est automatiquement sauvegardée. Là, c'est important d'être capable de renvoyer un feedback visuel à l'utilisateur, de lui dire que son action a été prise en compte. Skeletons, vous savez ce que c'est, puisque vous en avez dans toutes les applications que vous utilisez quasiment. Il y en a dans Gmail, il y en a dans LinkedIn, dans Twitter, dans Spotify, Slack, etc. Les skeletons, c'est ces petites ombres que vous voyez quand l'application se charge et que vous n'avez pas encore les datas. C'est ce qui vous permet de voir ce à quoi ressemblera l'application une fois qu'elle sera chargée. Et ça coûte pas très cher à implémenter et c'est pour moi assez... ça a pas mal de valeur parce que ça permet de dire à l'utilisateur qu'il est en train de se passer quelque chose.
que non, l'application, elle charge bien, elle n'a pas planté dans son coin, c'est simplement que là, je récupère les données. Bon, la seule petite chose à laquelle il faut faire attention avec ça, c'est assurez-vous que votre skeleton, c'est cohérent avec le look and feel final de l'application. Et puis, partagez des ressources autant que vous voulez, mais ne partagez pas votre runtime. Même si vous avez décidé d'avoir la même stack technique sur toutes vos applications, vous séparez les runtimes, vous construisez des applications indépendantes, mais par contre, effectivement, vous pouvez tout à fait partager des fontes, partager des images, peut-être même des appels d'API en commun ou des choses comme ça. Alors pour terminer, c'est le moment où vous avez tous les liens si vous voulez faire des photos. Donc je vous recommande le site microfrontends.org, c'est celui qui a servi de support pour le premier essai. Donc il est maintenu par Michael Gears, Natalitis sur Twitter, qui a donné un excellent talk à Web Rebels l'an dernier, si vous voulez y jeter un œil. J'aime beaucoup ce site parce qu'il n'est pas seulement technique, en fait, Michael prend aussi l'aspect design, expérience utilisateur en compte, donc il y a beaucoup de choses dessus. Il est, comment dire, complété par un repository GitHub qui contient 2 exemples. Donc il y en a un avec des web components, et puis il y en a un avec des server-side includes, qui est quelque chose que vous allez vouloir explorer si vous faites de l'agrégation de composants. Experiences using microfrontends at IKEA, c'est un article d'InfoQ. Alors, vous n'allez pas avoir de code dans l'article, c'est un retour d'expérience, donc c'est un homme qui est en charge de justement la partie web chez IKEA. Par contre, c'est hyper intéressant de voir la manière dont eux l'ont réfléchi par rapport à la taille de leurs équipes. Projet Mosaic, c'est un set de ressources et de librairies open sourcées par Zalando, dont Taylor est probablement le composant le plus connu et qui sert à faire justement de l'agrégation de fragments. Et puis Single SPA, c'est une petite librairie qui permet de faire de l'agrégation de single page application. Alors plutôt de petites single page application, mais c'est un projet assez sympa. Je vous invite à aller y jeter un œil. C'est tout pour moi. Est-ce qu'on a des questions? Super, on a déjà des questions. Alors bonjour, bravo pour la présentation. Moi, la question que j'aurais, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi, ou même peut-être juste exploré, je ne sais pas, les solutions plus classiques qui sont des portails avec des iframes pour gérer des applications extérieures. Voilà, parce que tout ce qui est... Moi, ce que je vois de cette solution, après, du coup, elle s'y porte pour votre cas d'utilisation, c'est que le portail, donc la librairie qu'on utilise autour, ça fonctionne parce qu'elle n'a pas de dépendance extérieure. De la même manière, s'il y avait besoin d'Angular pour faire la librairie extérieure parce qu'il y avait des choses très complexes, etc., qu'on voulait y ajouter, il aurait fallu que le composant Angular qu'on utilise à l'extérieur soit en même version que le composant Angular de la librairie, enfin de l'application qu'on veut essayer de scoper, etc. Oui. Alors, le problème des iframes, c'est qu'il y a des failles de sécurité, il y a des problèmes d'accessibilité, etc. Donc, quand tu es sur une application qui, à un moment, doit arriver dans des milieux bancaires, qui va arriver sur de la donnée sensible, ça passe pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on l'a éliminé d'office, tout simplement. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bon, eh bien, je crois qu'on a fini. Merci beaucoup.